Bienvenue à l'atelier Numérique et intelligence artificielle. Pour développer des politiques publiques autour du numérique et de l'intelligence artificielle, il faut évidemment tenir compte des connaissances scientifiques et des données probantes. C'est ce dont nos panélistes vont discuter aujourd'hui en mettant l'accent sur les grands défis à relever. Je vous les présente à l'instant. Lise Langlois, directrice générale de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique. Karine Percet, chef d'unité à l'Observatoire des politiques d'intelligence artificielle de l'Organisation de coopération et de développement économique. Et Lassina Koné, directeur général de Smart Africa. La discussion sera modérée par Henri Monceau, directeur de la francophonie économique et numérique à l'Organisation internationale de la francophonie. Merci beaucoup, chère Marie-Pierre. Alors, nous allons, pour cet important atelier sur l'intelligence artificielle et le numérique, tenter de mesurer quelle est la place vraiment du conseil scientifique aujourd'hui dans l'élaboration des politiques en matière d'intelligence artificielle. Et je vais, pour ce faire, vous poser à tour de rôle 2 questions et vous donnerez 5 minutes pour y répondre avant peut-être que vous puissiez réagir également aux propos des autres participants. La première question, c'est précisément quel est l'état des lieux que vous faites sur la base de votre expérience quant à la manière dont le conseil scientifique est vraiment pris en compte dans le développement des politiques publiques contribuant à l'intelligence artificielle, au développement global de l'intelligence artificielle. Et avez-vous, de votre côté, lancé des initiatives spécifiques de ce point de vue-là? Peut-être je vais m'adresser d'abord à Lassina Koné et voir si au sein des 30 gouvernements qui composent aujourd'hui Smart Africa, de telles initiatives ont été identifiées. Et puis peut-être sur la base de votre expérience, chère Lassina, puisque vous-même avez conseillé le Premier ministre en Côte d'Ivoire sur ces questions, quelle est la place réellement du conseil scientifique dans le développement de ces politiques en matière d'intelligence artificielle? Je me demande si on n'a pas perdu Lassina. Non, je suis là. Merci beaucoup de m'avoir invité et de m'avoir invité pour la question. C'est une question d'une importance capitale. En fait, l'intelligence artificielle sera une force motrice derrière la 4e révolution industrielle que nous connaissons, qui peut naturellement propulser les économies et sociétés africaines sur une trajectoire de développement durable. À l'heure actuelle, aucun pays africain, Smart Africa qui compte aujourd'hui 32 pays africains, aucun pays africain n'est classé parmi les 10 pays qui devraient bénéficier de plus de l'intelligence artificielle, contrairement aux États-Unis, aux autres pays leaders en matière de l'intelligence artificielle, tels que les États-Unis, le Canada, la Chine et d'autres pays de l'Ouest, plus industrialisés. Les pays africains ont généralement été plutôt lents dans l'adoption des technologies de l'intelligence artificielle. La meilleure façon de parvenir à une coopération mondiale réussie est vraiment d'adopter une position africaine commune sur l'intelligence artificielle, tout en garantissant la souveraineté des pays africains en la matière. Et cela nécessite une coordination régionale des stratégies, des initiatives économiques et des politiques en matière de l'intelligence artificielle. Évoluer ensemble et encourager l'apprentissage mutuel entre les gouvernements, les régulateurs, les sociétés africaines, qui permettrait bien sûr d'accroître l'efficacité et de tirer parti des forces de chaque partenaire dans le développement régional de l'intelligence artificielle. Dans le contexte spécifique de l'intelligence artificielle, Smart Africa, sous l'impulsion de nos chefs d'État, a créé un groupe de travail sur l'intelligence artificielle avec des experts, des gouvernements, du secteur privé, des organisations internationales, des universités et des entrepreneurs.
afin d'élaborer un schéma directeur global sur l'intelligence artificielle pour l'Afrique. La République d'Afrique du Sud, l'un des pays membres de Smart Africa, s'est engagé à mener les travaux de ce groupe de travail et ce schéma directeur dans le cadre de son projet phare que nous appelons 4e révolution industrielle, innovation et intelligence artificielle au sein de l'Alliance. Le schéma directeur de l'intelligence artificielle pour l'Afrique a été finalisé cette année, en 2021, en collaboration avec nos partenaires qui ont participé au développement du schéma directeur, la République de l'Afrique du Sud, la République du Rwanda, la République de l'Ouganda, la République et l'Union africaine et l'Union internationale des télécommunications l'UIT, la coopération allemande pour le développement qui est GIZ que nous connaissons, la Banque mondiale, le NEPAD, Intel, la compagnie Intel, Microsoft, GSMA et IEEE, qui est l'Institut des ingénieurs et des étudiants en électricité, et aussi la compagnie qui est basée aux États-Unis qu'on appelle Synverse, et World Wide Web Foundation, UN Global Pulse, et Carnegie Mellon University, qui est basée aux États-Unis et aussi au Rwanda, et l'Alliance for Artificial Intelligence, on appelle ça Alliance for AI. Pour leur volonté de partager leur connaissance de l'élaboration de notre projet ambitieux du plan continental sur l'intelligence artificielle. Les objectifs généraux, rapidement, du plan du directeur, le projet phare, sont les suivants. Un, c'est pour définir les opportunités et les défis les plus pertinents pour le développement et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour l'Afrique et comment y faire face. Et deuxièmement, c'est de formuler des recommandations politiques concrètes pour exploiter le potentiel et atténuer les risques de l'intelligence artificielle dans les pays africains. Bien que l'usage bien qu'il s'agisse ici d'une étape importante pour l'Afrique, la formulation du schéma directeur n'est qu'un début. Il est nécessaire de trouver des solutions concrètes pour l'adoption et l'utilisation sûre et éthique, je dis bien, de l'intelligence artificielle qui est très importante en Afrique. Le continent a besoin de projets concrets qui le pousseront à atteindre la 4e révolution industrielle. Donc, il nous faut donc accélérer la mise en œuvre des recommandations du schéma directeur sur l'intelligence artificielle pour l'Afrique, qui s'articule autour de 5 piliers. Un, le capital humain, qui souligne l'importance du développement de l'éducation en matière de l'intelligence artificielle. Ce pilier relève l'importance d'améliorer les aptitudes, les compétences et la compréhension des individus en ce qui concerne l'utilisation et le développement des solutions de l'intelligence artificielle. Deuxièmement, les initiatives du laboratoire au marché, par exemple, qui favorisent la recherche, le développement et l'innovation. Et troisièmement, le réseautage, la coopération et la collaboration, la poursuite des partenariats conjoints entre le secteur privé et public, car le secteur privé est au centre des manifestos de Smart Africa, dans le but d'avoir un impact favorable sur l'adoption de l'intelligence artificielle. Et quatrièmement, c'est la promotion du développement de l'infrastructure numérique et des télécommunications afin de poursuivre une collecte et une utilisation efficace des données. Et cinquièmement, le dernier, c'est une réglementation efficace fondée sur l'introduction de l'éthique et des meilleures pratiques internationales. Donc, Smart Africa a également commencé cette année la mise en œuvre du premier pilier du schéma directeur sur le développement du capital humain, le capital humain africain en matière de l'intelligence artificielle. En effet, à travers son initiative Smart Africa Digital Academy, qui est le SADA, Smart Africa fournit aujourd'hui aux régulateurs et aux décideurs politiques africains les compétences et les connaissances nécessaires pour élaborer des politiques harmonisées et en vue d'une transformation numérique réussie du continent. C'est ainsi que SADA a tenu une série d'ateliers sur l'intelligence artificielle en 2021 en collaboration avec notre partenaire Intel.
Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Alors, juste en une minute, pourriez-vous nous dire, par rapport à cette architecture, cette stratégie ambitieuse que vous venez de décrire, quelle est la place que vous voyez pour le conseil scientifique, pour la manière dont les données probantes vont être prises en compte précisément dans l'élaboration de la stratégie sur l'intelligence artificielle? Le rôle majeur vraiment des conseils scientifiques, c'est surtout l'éthique. C'est l'usage de l'intelligence artificielle et l'éthique. Car oui, nous tous, nous avançons, le continent, pas le continent, la planète avance vers l'intelligence artificielle, mais nous devons nous assurer que l'intelligence artificielle ne sera pas une autre, disons, colonisation, si je peux le dire, c'est-à-dire ne sera pas une autre exclusion, car l'intelligence artificielle se repose sur les algorithmes. Et aujourd'hui, les pays mieux équipés, je dirais que les pays mieux équipés, les pays industrialisés, obtiennent aujourd'hui, ils possèdent des algorithmes qui sont très, très puissants. Et ça, c'est la base de l'intelligence artificielle. Alors, nous regardons, nous pensons que le rôle du conseil scientifique est vraiment d'assister et collaborer avec les pays africains, surtout à travers Smart Africa, pour l'usage de l'intelligence artificielle de manière éthique. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Je me tourne maintenant vers madame Percet. Même question. Qu'est-ce que vous constatez par rapport aux États membres de l'OCDE ou de ce qui est amené dans les discussions quant à la place que prend le Conseil scientifique dans le développement de ces politiques autour de l'intelligence artificielle? Merci pour la question. Je crois que la place du conseil scientifique a été importante et qu'elle l'est de plus en plus, car l'IA est un domaine de politique publique qui est relativement technique et complexe et qui devient de plus en plus sensible sur des questions de souveraineté nationale, de sécurité physique et numérique, de protection de la vie privée, comme souligné par la SINACONE avec les données, etc. Et l'OCDE, par exemple, donc conseille, donc sa mission est de conseiller les gouvernements en matière d'IA depuis 2016, avec en particulier le développement de la recommandation du Conseil de l'OCDE en 2019, qui contient 10 principes, dont les 5 axes, je pense, de la stratégie décrite par la SINACONE, qui sont des priorités communes, je pense, 10 principes pour le développement d'une IA de confiance qui favorise l'innovation et le développement économique. Et donc, ces principes sont le premier raccord international en matière d'IA et qui influence concrètement les politiques publiques en matière d'IA a été adopté par les 37 pays membres de l'OCDE et déjà par, je crois, 8 pays partenaires, et leur portée grandit puisque les pays du G20 ont également adopté les mêmes principes et nos partenaires, d'autres partenaires les ont également adoptés, y compris des partenaires de la société civile, du monde des entreprises, etc. Donc après ces principes, nous avons créé l'Observatoire des politiques publiques de l'IA, pour l'instant qui s'appelle OECD.ai. Donc, nous n'avons pas d'équivalent pour AI. Il n'existe pas de .ia dans le DNS de l'Internet, mais donc pour l'instant, nous utilisons .ai afin de mener au mieux cette mission de conseil en matière de politique publique. Donc, cette plateforme est une plateforme d'échange, d'information et de dialogue qui s'appuie sur le réseau d'experts en IA de l'OCDE créé en 2020. Et ce réseau rassemble des experts issus de milieux académiques, politiques, techniques, scientifiques, dans le but d'aider l'OCDE et ses pays membres et partenaires à formuler des recommandations robustes et vraiment fondées sur la réalité technologique et commerciale. Je profite du thème d'ailleurs francophone de cette journée pour vous informer que, et cela suite à la suggestion de l'OIF l'année dernière, à une conférence l'année dernière, nous lançons début septembre, tout début septembre, une version française de notre site afin d'engager encore plus les communautés francophones, et ce d'ailleurs grâce à l'excellent travail de ma collègue Louise Attem. Donc je vous invite à aller voir de vous-même puisque nos ressources seront disponibles en français. Pour l'heure, elles étaient uniquement en anglais. Donc nous travaillons avec beaucoup d'organisations dont
y compris des organisations scientifiques internationales comme l'ISO, l'IEEE, dont beaucoup ont été mentionnés par la SINA-CONE, Sénélec en Europe, mais également beaucoup d'organisations nationales comme au Canada, l'ICRA, l'Institut canadien de recherche avancée, l'Institut Vecteur, les meilleures universités au monde, bien sûr l'Université de Montréal, et également des organisations plus orientées vers les politiques publiques et le commerce comme le Forum IA Québec. Et puis nous avons une belle collaboration avec l'Observatoire des impacts sociaux de l'IA, et bien sûr avec le partenariat mondial sur l'IA. Donc cela étant dit, la plateforme elle-même s'organise autour de vraiment 3 grands axes. Tout d'abord, il est primordial que les acteurs de l'IA aient accès à des données récentes, fiables et comparables d'un pays à l'autre. Donc, ça a été une priorité. Nous avons développé des outils de data visualisation basés sur des données collectées en temps réel. Nous avons aujourd'hui plus de 70 indicateurs qui sont disponibles en ligne sur oecd.ai et qui sont mis à jour en temps réel ou en quasi temps réel sur des sujets qui vont de la R&D en IA au capital risque en IA, aux offres d'emploi en matière d'IA, aux compétences requises en matière IA, etc. Et donc, ça vous permet de voir, de comparer les pays, de comparer des pays similaires, de comparer des régions. Bien sûr, les plus grands acteurs sont les États-Unis, suivis de la Chine, mais ensuite, on peut comparer vraiment au niveau. Ce sont des plateformes tout à fait interactives qui donnent accès aux ressources dont ont besoin les décideurs en matière de politique publique. Par ailleurs, la plateforme favorise le dialogue et les échanges d'informations entre les différentes communautés, donc comme je disais, scientifiques, politiques, techniques, afin d'offrir des points de vue complémentaires avec plusieurs ressources comme notre blog, le AI One, qui publie des articles une ou 2 fois par semaine, des articles sur les sujets d'actualité par les experts mondiaux de ces sujets. En matière d'IA, nous relayons des informations publiques également en temps réel et nous travaillons à l'élaboration d'outils d'aide à la décision pour les acteurs. Donc, je vais juste en mentionner un qui traite d'un cadre de classification de systèmes d'IA, qui est une sorte de guide ou de clé de lecture pour aider des profils non techniques à naviguer la grande famille des systèmes d'IA, puisque là, le but est de faire le pont entre un langage technique qui est parfois complexe et les réponses politiques possibles, sachant que les systèmes d'IA existent, de nombreux types de systèmes d'IA existent et que les réponses politiques vont être très différentes d'un type de système d'IA à l'autre. Voici quelques-unes des initiatives récentes. Il y en a plus. Merci. Merci beaucoup, Madame Percet, pour cet état des lieux intéressant du point de vue de l'OCDE, donc qui regroupe à nouveau avec Smart Africa un ensemble de pays absolument significatifs. On a là un très bel échantillon représentatif et je me tourne maintenant vers Lise Langlois, vers le point de vue scientifique, celui d'un observatoire international qui a été mis en place au Québec et qui précisément s'intéresse de près à la question de l'impact social, sociétal et éthique de l'intelligence artificielle et du numérique. Et donc, avec ce regard-là, à travers cette lunette, pourrais-je dire, quel est votre point de vue précisément sur l'apport du Conseil scientifique au développement de l'intelligence artificielle? Merci beaucoup pour l'invitation et merci pour cet échange. L'apport d'un conseil scientifique pour moi est primordial. Dans son organisation, par contre, doit être regardée de près. Par exemple, il est vrai qu'on peut regrouper des scientifiques d'un même domaine qui va donner un point de vue expert. Ça apporte une réponse, mais ça n'apporte pas que
la réponse avec un L majuscule. Donc, sa composition interdisciplinaire m'apparaît capitale. Pour illustrer le tout, je vais me fier sur une initiative qui a été mise en place au sein de l'Observatoire. Durant la pandémie, justement, en pleine crise, on avait noté qu'il était important d'apporter un éclairage aux décideurs publics. Donc, nous avons créé un comité agile composé justement d'universitaires provenant des 3 secteurs, c'est-à-dire sciences humaines et sociales, la santé et la technologie, sciences et génie. Donc, pour nous, on avait environ une vingtaine de chercheurs provenant de ces 3 domaines-là et on a mis en place des rencontres de réflexion pour justement initier des travaux qui permettraient d'éclairer les décideurs publics. Dans ce cas-ci, c'était le gouvernement du Québec. La première chose qui est apparue dans le paysage de la pandémie, c'est les applications de notification de contact. Donc, à l'époque, on n'utilisait pas le mot notification. Il y a eu un petit ajustement en cours de route qui a été fait, puis on appelait ça des applications de traçage. Il y avait une peur qui s'installait et pour nous, c'était très important de mettre en place des travaux parce qu'on voyait que dans le paysage sociétal, il y avait cette dualité-là entre le scientisme et le complotisme. Toute la montée des fausses nouvelles, des rumeurs qui prenaient préséance là, dans le paysage, pour nous, était un enjeu fondamental. Donc, on a initié différents travaux. On a mis en place des rencontres avec le gouvernement pour illustrer l'importance des enjeux que l'on percevait à la lumière de la science. Ça, c'était capital. Par exemple, concernant les applications de notification de contact, les gouvernements dans beaucoup de pays avaient mis en place, avec plus ou moins de succès, ces applications. Donc, on n'était pas contre la technologie parce que la mission de l'Observatoire, c'est vraiment de faire une interrogation critique des technologies, mais en même temps d'identifier les solutions plausibles. Alors, on ne veut pas rester juste dans une posture attentiste, mais on veut participer à ça. Donc, on voyait bien à la lumière de la recension de la littérature qu'il y avait des enjeux sur la manière de concevoir ces applications-là. Donc, on touchait beaucoup plus à l'aspect technologique, mais en même temps, son acceptabilité sociale. Et il y avait aussi des populations, les populations qui étaient les plus touchées, c'était les populations vulnérables. Donc, est-ce que ces populations-là utilisent la technologie? Ça nous apparaissait un élément important. Et on s'est aperçu qu'on a produit plus d'une vingtaine de rapports dans le cadre de la pandémie qui ont circulé auprès des décideurs publics, qui ont été discutés aussi, analysés, critiqués. Et un des éléments qui nous est apparu fondamental, ça a été l'acceptabilité sociale. C'est-à-dire quelles sont les conditions pour favoriser la confiance. Parce que, comme je le mentionnais, on avait une opposition entre le scientisme et le complotisme. Et pour nous, la question de confiance, d'acceptabilité sociale devait être éclairée à la lumière de la science. Donc, on a travaillé très fort avec le gouvernement en place pour initier une consultation auprès du public sur l'acceptabilité sociale et avec différents partenaires justement pour remettre de la confiance au sein de la population à l'égard de la science, à l'égard des avancées médicales, à l'égard des vaccins, etc. Ça a été un élément important. Et on aurait pu rester au sein de ce comité-là, parmi nos 3 secteurs, mais comme je le mentionnais, un élément qui nous apparaissait important, c'était d'élever la capacité de réfléchir collectivement. Et quand on parle d'élever la capacité de réfléchir collectivement, bien, on doit faire appel à la population. On doit intégrer la population au sein de nos consultations, faire de la délibération pour pouvoir identifier quelles sont les causes de cette
peur-là. Alors, il y a un travail quand on parle de conseil scientifique qui peut se faire, comme je le disais, il y a plusieurs modèles. On peut rester dans un modèle très disciplinaire, par exemple comme le GIEC. On est à plusieurs disciplines. On peut avoir un modèle de partie prenante. Nous, on a pris le pari de faire un modèle interdisciplinaire, donc les 3 secteurs, mais aussi de réfléchir sur de réfléchir en transdisciplinarité. Et cette transdisciplinarité-là implique d'intégrer le citoyen pour avoir justement ce pont de cette réflexion-là collective qui nous permet justement de travailler sur les causes profondes qui empêchent, par exemple, la population d'aller de l'avant, de prendre en considération les avancées de la science, puis de saisir justement les obstacles qui freinent à cette compréhension-là. Donc, il faut que le scientifique ou bien le conseil scientifique réfléchisse aussi à des outils de vulgarisation, puis pas juste parfois dans le domaine de l'écrit parce que c'est notre force, hein, on utilise l'écrit, on fait des rapports, on est bon là-dedans, mais aussi d'être en dialogue avec la population pour trouver le bon mode de communication qui va permettre de transmettre ces connaissances-là. Donc, je voulais illustrer l'exemple du comité COVID au sein de l'Observatoire qui travaille sous un mode agile. Donc, toutes les questions qui font obstacle justement aux avancées de la science sont réfléchies, sont discutées, mais en même temps sont en relation avec ce que peut penser la population, puis quels sont les moyens pour atteindre la population. Donc, je trouve que c'était un élément qui avait été soulevé par la philosophe Stengers en Belgique qui mettait justement de l'avant cette capacité de réfléchir collectivement aux questions scientifiques liées à la viabilité. Je pense que c'est un aspect majeur si on veut avoir cette cohabitation avec la population. Donc, merci. Oui, merci beaucoup, chère Lise, pour cet exemple qui est très concret, qui est très éclairant. On vient là de faire un peu le panorama du pourquoi il faut agir et comment agir, et vous avez apporté des réponses les uns les autres qui sont très complémentaires. Monsieur Connet nous a parlé de l'importance d'une stratégie qui doit être collective, mais aussi dans le respect de la souveraineté des États. Vous avez, Madame Percet, pour ça aussi insisté sur la nécessité d'éclairer la prise de décision, et vous avez mis en évidence le type d'outils qui pouvaient être développés à cette fin, notamment au sein de l'OCDE. Et puis, vous avez, de votre côté, Madame Langlois, bien insisté sur le caractère nécessairement agile que doit avoir, compte tenu de la rapidité de développement de l'intelligence artificielle et plus globalement des enjeux du numérique, la nécessité aussi d'une approche interdisciplinaire qui est basée sur la confiance, sur l'acceptabilité, et donc qui doit aussi impliquer le citoyen. Ça, disons donc, c'était le comment. Penchons-nous maintenant peut-être sur le fond de la question. Quels sont les grands défis, quels sont les grands enjeux sur lesquels doivent précisément porter le conseil scientifique, le recours aux données probantes dans le développement de l'IA, sachant que l'IA est inclusif et global, va toucher de plus en plus à tous les aspects de la vie. Et donc, par quoi faut-il commencer? Parce qu'il y a aussi cette question justement de rapidité, de vitesse pour pouvoir agir. Alors peut-être, je laisse la parole à la scientifique. Est-ce qu'il y a une réflexion au sein de votre laboratoire sur cet aspect-là, sur quelles sont les priorités thématiques, dirais-je, hein, quels sont les grands défis? Merci pour cette question. C'est sûr que quand je pense aux grands défis, le premier grand défi, c'est l'environnement. Et on commence à avoir des réflexions sur les infrastructures qui sont nécessaires à soutenir les systèmes d'intelligence artificielle. Donc, sans en faire tout un débat, parce que c'est mis de l'avant, que ce soit par le GIEC et par d'autres chercheurs qui s'intéressent aux impacts sociétaux de l'intelligence artificielle. Pour moi,
l'environnement, c'est notre habitat. Hein, nous, en tant qu'êtres humains, c'est quand même important de réfléchir à des systèmes d'intelligence artificielle qui ne sont pas que des consommateurs. Et il y a tout un arrière-fond là, sur le soutien des technologies pour créer ces systèmes d'intelligence artificielle. Mais au sein de l'Observatoire même, nous, quand on a réfléchi aux enjeux pour les prochaines années, on en avait 5 orientations qui nous apparaissaient capitales. Alors, étant donné que pour nous, la société, c'est important, puis les travaux du comité COVID ont mis en lumière la vulnérabilité des personnes et leur désarroi face à la technologie, les bases de données, la manière dont elles sont construites, etc. Donc, pour nous, un des enjeux, c'est l'inclusion puis l'atténuation des biais. Donc, les algorithmes ont tendance à reproduire et à renforcer les biais dans notre société, que ce soit parce qu'ils sont entraînés sur des ensembles de données biaisées ou parce que les concepteurs même ont des biais. Pour nous, si on veut tendre vers une société inclusive, hein, tout à l'heure, vous avez utilisé le mot inclusif, bien, il faut commencer à regarder comment les algorithmes sont entraînés et de donner aussi de la formation aux concepteurs pour justement les sensibiliser à ces considérations d'importance. La deuxième orientation, c'est l'accès aux données dans le respect des droits de chacun. On le voit avec toute la montée des vaccins. Il y en a qui, au nom de leur liberté, on ne veut pas être vacciné ou pas. Donc, pour nous, c'est très, très, très important d'améliorer cet accès-là, mais de respecter les droits. Donc, l'idée de valoriser des données à des fins socialement bénéfiques, ça fait généralement consensus, mais comment en pratique améliorer l'accès aux données tout en assurant le respect de la vie privée, de la propriété intellectuelle, des organisations, par exemple, c'est un autre élément. Troisième orientation, c'est contribuer à un meilleur contrôle des systèmes d'algorithmes d'intelligence artificielle et du numérique. Pour nous, ça, c'est la même chose, c'est qu'on a vu de nombreux documents, de nombreux instruments normatifs. Madame Percet, elle en a parlé tout à l'heure. L'OCDE, il travaille très fort avec les 10 principes. Plus près de nous, on a eu la Déclaration de Montréal. Donc, comment on peut guider et mettre de l'avant les bonnes pratiques en intelligence artificielle, puis en arriver, par exemple, à une certification un peu comme ISO l'a proposé pour les entreprises socialement responsables. Donc, il faut réfléchir à ce meilleur contrôle-là. Ça emmène une autre orientation qui est de soutenir pour nous l'appropriation responsable et efficace de l'IA et du numérique par les organisations. C'est un autre enjeu d'importance. Donc, les organisations veulent intégrer les systèmes d'intelligence artificielle, mais se posent la question sur comment le faire de manière responsable. Alors, comme scientifiques, on doit les éclairer à la lumière des travaux pour mentionner quelles sont les directions à donner à ces systèmes d'intelligence artificielle qui se veulent responsables, qui se veulent aussi respectueux de l'environnement. Je pense qu'il y a des éléments importants à apporter. Et la dernière orientation qui est un enjeu, comme je le disais, qui découle du comité COVID, c'est de promouvoir un dialogue constructif et démocratique au sein de la société. Parce qu'on peut avoir le meilleur système d'intelligence artificielle, si la société le rejette, on n'est pas plus avancé. Mais d'un autre côté, il y a des systèmes d'intelligence artificielle, je pense entre autres à la reconnaissance faciale, on parlait de sécurité, parce que ça sous-entend la sécurité, bien, il faut informer la société. Et ça met de l'avant la grande question quand on veut promouvoir un dialogue constructif et démocratique, bien, ça pose la question philosophique et éthique, dans quelle société voulons-nous vivre et qu'est-ce qu'on est prêt à laisser pour peut-être un meilleur vivre ensemble. Alors, on est vraiment ici dans des questions éthiques et philosophiques qui nous semblent capitales. Donc, c'est un peu les enjeux là, qui font consensus au sein de l'Observatoire et sur lesquels nous comptons y apporter des éléments là, de recherche et de réponse. Merci beaucoup. Encore une fois, voilà des éléments très concrets, très précis. Madame Percet, alors de votre côté, quels sont les grands défis du monde du numérique et de l'intelligence artificielle qui gagnent le plus à être influencés
par le conseil scientifique et le recours aux données probantes? Alors, tout d'abord, je dois dire qu'à mon sens, tous les grands défis socio-économiques auxquels le monde fait face gagnent énormément à être influencés par la science et les experts des données probantes et par l'intelligence artificielle, donc tous sans exception. Mais ensuite, pour en souligner quelques-uns qui sont particulièrement d'actualité ou d'importance aujourd'hui, tout d'abord, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Lise et je pense au rôle de l'IA pour faire face aux défis liés au réchauffement climatique qui, à mon sens, doivent être vraiment notre priorité à tous dès aujourd'hui et dans les années à venir. En second lieu, je pense au rôle de l'IA dans l'accomplissement des objectifs de développement durable qui couvrent beaucoup de domaines. Donc, mais en général, il y a des opportunités, de nouvelles opportunités qui sont importantes dans ces domaines, que ce soit l'éducation ou la diminution de la pauvreté, de l'accès, etc. Ensuite, en ce qui concerne notre travail actuel, donc nos projets déjà en place ou très avancés sur l'IA à l'OCDE, il y a d'autres grands défis pour lesquels le conseil scientifique et les experts jouent déjà un rôle particulièrement bénéfique et que je voudrais souligner. Et l'un de ceux-là, le troisième enjeu, concerne vraiment l'adaptation du monde du travail et de l'éducation aux changements amenés par la diffusion de l'IA. Nous savons tous que l'IA présente des opportunités importantes pour l'emploi sur le plan de la productivité et de la création de nouvelles formes de travail, mais en même temps, l'IA suscite de réelles inquiétudes, par exemple quant à l'automatisation de beaucoup de travail qui existe aujourd'hui et qui embauche et qui emploie énormément de nos citoyens, et au rôle qui restera à l'humain dans le monde du travail du futur au fur et à mesure de cette automatisation. Et c'est pour cette raison que nous organisons avec le soutien de l'Allemagne un programme spécial de l'OCDE sur le travail, l'innovation, la productivité et les compétences. Et cette collaboration essaie de déchiffrer les enjeux de la diffusion de l'IA pour les marchés du travail et en particulier de fournir les données probantes qui manquent pour éclairer les données politiques, les débats politiques en cours. Donc, dans ce cadre, avec OECD.ai, nous mettons à disposition des indicateurs sur la demande et l'offre de compétences et d'emplois en IA sur les marchés du travail, par exemple, mais bien d'autres. Nous avons également des données, par exemple, sur l'investissement dans les startups en IA, la R&D en IA, etc. Nous tenons également un répertoire en ligne des politiques publiques et des stratégies nationales mises en œuvre à travers 60 pays, qui compte à ce jour plus de 600 initiatives à travers ces 60 pays. Donc certains pays ont beaucoup plus d'initiatives que d'autres, mais nous nous focalisons aujourd'hui sur vraiment les initiatives ayant trait au monde du travail. Et ce répertoire aide, et l'analyse que nous en faisons aide les pays à partager leur expérience et à bénéficier des bonnes pratiques qui existent ailleurs. Donc des initiatives intéressantes qui ont mené à des résultats concrets, positifs dans un pays peuvent être adoptés par d'autres dans beaucoup de cas. Et en plus de cela, nous développons actuellement une base de données interactive qui rassemble les outils employés par différentes parties prenantes. Donc ici, nous parlons de la société technologique, des organisations de standardisation, des entreprises, pour instaurer cette IA digne de confiance, standards techniques, support éducatif, programme de certification, etc. Et donc, tout cela, nous le faisons car il est important que les décideurs puissent parler de ces sujets avec des données à l'appui pour préparer les populations à la transition IA et au monde de demain. Pas seulement les jeunes, mais aussi les travailleurs les plus exposés à l'automatisation aujourd'hui. Et finalement, peut-être un autre défi politique qui va rappeler ce qu'a dit Lise, va vraiment être de s'entendre au niveau international sur les normes communes et qui prennent, non seulement qui soient cohérentes entre pays et systèmes juridiques, mais en même temps qui prennent en compte la grande diversité des systèmes d'IA.
Et comme nous le savons, l'IA prend de formes multiples qui vont du machine learning au modèle symbolique, avec de nombreux types d'applications pour des buts très différents dans des contextes très variés. Et il est donc clair que nous ne pouvons pas utiliser le même cadre pour réguler le système Siri de Apple ou une voiture autonome ou un système antifraude bancaire. Et en plus de cela, ces technologies évoluent très rapidement et c'est là que se trouve un grand défi. Donc, qu'a mentionné Lise, mais c'est vraiment de distinguer ces différents types d'IA et d'avoir les bons outils pour les classifier, les qualifier. Et c'est une des missions premières du Conseil scientifique et c'est exactement ce que nous essayons de faire à l'OCDE. Merci pour ça. Et de Paris, on va à Kigali directement, on retourne au siège de Smart Africa. Chère Lassina Koné, de votre point de vue, alors quelles sont les priorités? Oui, là, vous m'entendez? Merci. On vous entend bien, on vous entend bien. D'accord. Merci beaucoup pour laquelle. Vous m'entendez bien? Absolument, absolument. D'accord. Merci beaucoup pour la question. Sur les grands défis, je suis totalement d'accord avec mes collègues. Vous m'entendez? Oui. Non, là, il y a eu une coupure, en tout cas pour ceux qui me concernent. J'imagine que c'est la même chose pour les autres. J'attends les instructions de la technique. Mais là vous m'entendez maintenant, oui? On avait un petit problème. On vous entend, on ne vous voit plus. En tout cas, moi, je ne vous vois plus. Ah bon? D'accord. Voilà. Oui, moi je vous vois. Repartez de là, on verra après ce qu'ils peuvent en faire. Allez-y. D'accord, je repars de la question, c'est ça? Oui, si vous voulez bien, sur les grands défis. D'accord, merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Parlant des grands défis, la connexion est extrêmement mauvaise. Du monde numérique, surtout vraiment, je pense, vous m'entendez maintenant? Est-ce que la connexion est comment maintenant? Oui, c'est aléatoire, hein. La connexion est très variable là. On a à nouveau eu une petite perte d'image, mais pour le moment, ça a l'air stable. Donc, sauf instruction contraire de Denis, je propose qu'on... Pour le moment, oui, là, parce que c'est sa connexion. Là, mais ça va maintenant, Denis? Est-ce que la connexion est... C'est procédé. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je disais, pour revenir sur les grands défis du monde numérique, lesquels nous pensons très bien que le Conseil scientifique pourra vraiment apporter des solutions. Vous savez, je suis entièrement d'accord avec mes collègues, mais à l'heure actuelle, les États-Unis, surtout l'Amérique du Nord, la Chine et les pays européens sont à la pointe du développement. Votre connexion est très mauvaise. Je vous dirais de reprendre votre élément, mais en ce moment, on ne vous voit pas bien, M. Koné. Vous êtes... Je vais... Si je peux vous connecter une minute là. Est-ce que vous me voyez maintenant? Vous me voyez maintenant? On vous entend, mais votre image va geler à l'occasion. Alors, si vous voulez reprendre votre point.
D'accord. Attends, je vais arrêter la vidéo et revenir la vidéo. Vous m'entendez? Vous me voyez maintenant? On vous entend et on vous voit. Alors, reprenez votre point, s'il vous plaît. D'accord, merci. Merci beaucoup. Sur la question des grands défis du monde numérique dont nous pensons au niveau du Smart Africa que le Conseil scientifique pourra vraiment apporter des solutions, je suis entièrement d'accord avec mes collègues analystes qui ont intervenu. Et vous savez, à l'heure actuelle, les États-Unis, surtout en général l'Amérique du Nord, la Chine et les pays européens sont à la pointe du développement en matière de l'IA. Par conséquent, ils sont susceptibles de récolter la plupart des avantages économiques et de dominer le débat politique. Et cela crée un défi majeur, à savoir les pays africains sont perçus comme exclus du développement, de l'application et de la réglementation de l'intelligence artificielle. Afin de formuler une stratégie efficace pour contrer ce risque dont nous voyons, voici quelques défis, les défis existants auxquels Smart Africa et les pays membres sont actuellement confrontés, en plus de ce que nous avons débattu sur l'éthique. Il y a 4 points essentiels. Le premier défi, c'est accès aux données de l'IA et aux technologies de cloud computing. L'intelligence artificielle moderne consomme des données. Et plus la qualité et la variété sont élevées, meilleures seront les performances des algorithmes. Un exemple de ceci pourrait être un outil de l'IA pour automatiser, par exemple, les diagnostics radiologiques. Il améliore la fonctionnalité d'une grande quantité des rayons X avec des annotations spécifiques des radiologues. Si ces annotations ou la qualité des images sont faibles, les performances de l'algorithme seront limitées. La numérisation, alors, relativement faible en Afrique, conduit à un manque de données numériques pour former efficacement l'intelligence artificielle. En outre, pour résoudre avec succès les problèmes locaux, il est nécessaire de disposer des données locales. De plus, l'intelligence artificielle nécessite un certain nombre de technologies et de services, par exemple, les services de stockage, de traitement de données, qui pourraient être très coûteux à construire car ça dépend de l'infrastructure énergétique et télécom. Numéro 2, le défi, c'est savoir-faire technique. Les brevets et publications scientifiques de l'IA proviennent principalement des États-Unis, de la Chine, du Canada, de l'Europe et du Japon. L'Afrique est encore loin derrière et cela limite les opportunités de l'innovation sur le terrain. Les progrès en matière de l'IA sont largement tirés par des spécialistes de l'informatique et des domaines connexes, mais il y a encore trop peu d'universités, d'écoles, de codage et des centres de recherche capables vraiment de former et d'éduquer des jeunes professionnels et de former des chercheurs. Les matières STIM dans l'enseignement primaire et secondaire, qui est la méthode de l'apprentissage, ne sont pas systématiquement enseignées en Afrique sur le continent. Alors, ce qui conduit à un écart fondamental dans l'éducation qu'il est difficile de combler à un stade ultérieur avec les compétences nécessaires aux professions de l'IA. Troisième défi, c'est gouvernance et défis réglementaires. Encore là, de nombreuses questions relatives à l'IA au stade embryonnaire de la discussion. Et à ce titre, il est important que l'Afrique fasse partie du dialogue au niveau international. La portée du cadre éthique à élaborer, qu'il s'agisse d'un cadre africain ou un cadre devrait être au cœur du débat. Il y a aussi des leçons tirées des États-Unis et de l'Union européenne, et l'Afrique doit en tenir compte afin de tirer des leçons des erreurs des autres
et tirer parti de leur succès. Et quatrième, pour terminer, c'est le défi scientifique au pays. Le défi spécifique du pays. Outre les défis généraux dont nous avons parlé, les pays sont confrontés à des problèmes spécifiques. Par exemple, certains pays doivent développer une infrastructure adéquate pour soutenir une expansion substantielle de l'utilisation, du développement de l'IA, de l'intelligence artificielle. La stabilité du réseau électrique, d'une hausse des niveaux d'électrification rurale et des infrastructures TIC, qui est technologie de l'information et de la communication développée, peuvent tous contribuer à une croissance plus rapide basée sur l'intelligence artificielle. Le Nigeria, par exemple, et le Kenya sont tous deux des pays naissants de l'intelligence artificielle, mais obtiennent des scores relativement faibles dans l'indice mondial de l'IA en raison de faibles accès à l'électricité. D'autres pays, comme dans le cas de l'Afrique du Sud, ont exprimé aussi la crainte que l'automatisation remplace les emplois ou que le public ne participe pas beaucoup à l'élaboration de la nouvelle technologie, à savoir l'intelligence artificielle, plus de l'éthique, que nous pensons que le Conseil scientifique pourra vraiment peser et à trouver vraiment une solution. Merci, chère Lassina Koné, pour ce point de vue qui est spécifique à l'Afrique, mais qui est fondamental et qui introduit aussi toute la question du développement, du co-développement, de l'inclusivité comme un des enjeux fondamentaux du travail qui peut être fait sur le plan du conseil scientifique. Je crains que malheureusement notre temps ne soit épuisé, mais je vous remercie pour le contenu extrêmement précis, extrêmement riche que vous avez tous et toutes mis dans cette discussion. Nous avons, je crois, là des éléments intéressants à transmettre. Soyez encore une fois remerciés, ainsi que les organisateurs pour cet atelier très, très stimulant selon moi. Excellente matinée, journée, après-midi à vous, suivant là où vous vous trouvez. Je rends la parole, me semble-t-il, à Marie-Pierre. Un grand merci à Henri Monceau, Lise Langlois, Karine Percet et Lassina Koné pour ce panel multidimensionnel sur un sujet multidimensionnel. On passe maintenant à la pause lunch, de retour dans 45 minutes. À bientôt.